Il était 2 heures du matin et j'aurais dû me reposer dans la salle de pause, mais je l'entendais. Barnaby pleurait dans sa cage. Pas aboyer. Pas gémir. Pleurer. Ce genre de son qui se glisse sous la peau et s'y accroche. Celui qui vous fait oublier les protocoles, les règles, et tout ce qu'on vous a appris pendant la formation sur la distance professionnelle. Je pris mon oreiller et ma couverture dans mon casier et je retournai vers la zone des chenils. Mes mains tremblaient. Je savais que ce que je faisais n'était probablement pas autorisé. Je savais que si ma responsable voyait les images de la caméra de sécurité, j'aurais de très sérieuses explications à fournir. Mais ce sont. Mon Dieu, ce sont. Quand j'arrivai devant le chenil numéro 12, je le vis recroquevillé dans l'angle le plus éloigné. 80 kilos de muscles, un American Bully, secoué de tremblements si violents que tout son corps vibrait. Ses yeux étaient écarquillés, le blanc visible tout autour. De la bave pendait de sa gueule en longs filaments. On l'avait amené 6 heures plus tôt. Saisi lors d'une perquisition sur une propriété. Crise de panique, selon le rapport. Son corps était couvert de cicatrices, de brûlures sur les pattes, ses dents usées presque jusqu'aux gencives. Et depuis que le soleil s'était couché, il n'avait pas cessé de trembler. J'étalai la couverture sur le sol en béton, juste à côté de sa cage. Le sol était glacé. L'air sentait l'eau de javel, la peur, et des années d'animaux désespérés passaient par là. Je m'allongeai, dos contre les barreaux. Pendant un long moment, il ne se passa rien. Puis je le sentis bouger. Je sentis ces 80 kilos de chien traumatisés se presser contre mon dos à travers le métal. Et ses pleurs brisés, cessèrent. Sa respiration ralentit, les tremblements diminuèrent. À cet instant précis, je compris que je venais de franchir une ligne dont on ne revient pas. Je m'appelle Jessica Reeves. J'ai 26 ans et je travaille de nuit à la clinique vétérinaire Riverside depuis 3 ans. Je n'avais jamais prévu d'être là. J'ai accepté ce poste parce que la paix était meilleure et parce que je pensais que les nuits seraient plus simples. Moins de drames, moins de monde, juste moi et les animaux. Rester professionnel, garder mes distances, pointer, faire mon travail, repartir. Pas d'attachement. Pas de complications. C'était le plan. Mais personne ne vous dit ce que vous voyez quand vous travaillez de nuit dans une clinique vétérinaire. Des choses qui arrivent quand le monde pense que personne ne regarde. Des choses qui vous obligent à vous demander où se situe vraiment la frontière entre faire son travail et faire ce qui est juste. J'ai toujours respecté les règles. C'est un peu ma marque de fabrique. La discrète. La fiable. Celle qui arrive toujours à l'heure, qui baisse la tête et ne crée jamais de problème. Depuis 3 ans, je n'ai qu'un objectif. Être promue technicienne senior, prouver que je ne suis pas seulement la fille de nuit, qui gère les urgences nocturnes et disparaît avant l'arrivée de l'équipe du matin. Mais allongé sur ce sol glacé, à 2 heures du matin, avec Barnaby pressé contre mon dos, quelque chose s'est fissuré en moi. Peut-être était-ce le son qu'il faisait. Peut-être la vision de cette créature si puissante réduite à une terreur pure. Ou peut-être quelque chose que je fuyais depuis longtemps. La partie de moi qui s'est brisée le jour où mon chien d'enfance est mort, sans que je sois là pour lui dire au revoir. 8 heures plus tôt, j'étais arrivé à mon service en pensant que ce serait une nuit ordinaire. Vérifier les animaux hospitalisés, distribuer les médicaments, peut-être gérer une urgence tardive. Je n'avais aucune idée qu'à 2h47 du matin, je risquerais mon travail pour un chien que je venais à peine de rencontrer. Et encore moins que ce que j'allais découvrir sur Barnaby, sur son passé et sur ceux qui le réclamaient, nous mettrait tous les deux en danger. À 18h28, j'avais pointé comme toujours 2 minutes en avance. L'équipe de jour terminait quand la docteure Monica m'appela. Sa voix avait cette tension particulière, celle des situations compliquées. « On va recevoir un cas spécial », m'avait-elle dit. Saisi par la fourrière après une perquisition. 10 minutes plus tard, le fourgon de l'agent Devon Parker entra sur le parking arrière. Quand je vis la cage de transport, je compris immédiatement que quelque chose n'allait pas. Devon évitait mon regard. Il avançait lentement, comme s'il transportait quelque chose de fragile. « Il s'appelle Barnaby », dit-il doucement. 3 ans environ. Il a beaucoup souffert. Quand je croisai son regard pour la première fois, ce ne fut pas l'agressivité que je vis. Ce fut la terreur. Une peur brute, silencieuse, accumulée. Et quand la nuit tomba, cette peur se transforma en cris. Des cris que je n'oublierai jamais. Des cris qui me conduisirent à 2 heures du matin, à m'allonger sur un sol de béton pour qu'un chien n'ait plus peur du noir. Cette nuit-là, quelque chose commença. Et je n'en avais encore aucune idée. La lumière resta allumée toute la nuit. J'avais neutralisé le capteur automatique, désactivé le système d'économie d'énergie sans réfléchir aux conséquences. À cet instant précis, la facture d'électricité, les protocoles internes, les rappels à l'ordre possible n'avaient plus aucune importance. Ce qui comptait, c'était que Barnaby respirait enfin sans halter,
que ses muscles n'étaient plus crispés par la terreur, que son corps pouvait, ne serait-ce qu'un peu, relâcher la tension qu'il avait figée depuis son arrivée. Je restai longtemps devant son chenil, incapable de m'éloigner. À chaque ronde, mes pas ralentissaient devant le numéro 12. Barnaby n'avait toujours pas touché à sa gamelle d'eau. Il ne s'était pas approché des barreaux. Ses yeux restaient grands ouverts, attentifs au moindre mouvement, comme s'il guettait un danger invisible. Pourtant, il ne pleurait plus. Le silence qu'il laissait derrière lui n'était pas apaisant, mais il n'était plus déchirant. Et dans ce métier, on apprend vite à reconnaître les petites victoires. Vers minuit, mon corps commença à réclamer une pause. Mon esprit savait ce que je devais faire. M'asseoir dans la salle de repos, manger quelque chose, fermer les yeux quelques minutes. Mais mes jambes refusèrent d'obéir. À la place, je me retrouvai seul avec mon téléphone, tapant des mots que je redoutais de lire. Combats clandestines. Chien d'appât. Dressage violent. Plus je descendais dans les résultats, plus une nausée sourde montait en moi. Chaque description semblait correspondre aux marques sur le corps de Barnaby. Les brûlures mal cicatrisées. Les cicatrices anciennes, irrégulières. Les dents usées jusqu'à l'os, signe d'un animal qui avait mordu des barreaux encore et encore, cherchant désespérément à s'échapper. Puis je compris. Barnaby n'était pas un chien de combat. Il était un chien qui avait refusé de se battre. Ce genre de chien ne survit pas par hasard. On ne leur pardonne pas leur refus. On les punit. On les affame. Unless enferme. Souvent dans l'obscurité totale, comme une forme de châtiment prolongé. Et soudain, tout s'imbriqua. Sa panique dès que la lumière diminuait. Cette terreur absolue dès que l'obscurité s'installait. Le noir n'était pas une absence de lumière pour lui. C'était un souvenir. Je reposai mon téléphone. Mes mains tremblaient. J'avais la gorge serrée, comme si respirer devenait difficile. Je n'avais plus besoin de lire davantage. J'en savais assez pour comprendre que Barnaby portait bien plus que des cicatrices visibles. Quand je retournai près de son chenil, il me regarda immédiatement. Juste moi. Pas les autres animaux. Pas les ombres sur les murs. Moi. Son regard n'était pas confiant. Il était vigilant. Comme s'il vérifiait que je n'avais pas disparu pendant ces quelques minutes. Je m'assis devant la cage et lui parlais doucement, sans attendre de réponse. Ma voix remplissait l'espace, empêchait le silence de devenir oppressant. À mesure que les minutes passaient, je sentais l'épuisement m'envahir. Mes épaules me faisaient mal. Mes paupières brûlaient. Mais quitter cet endroit me semblait impossible. La chaise, soudain, me parut trop éloignée, trop froide. Barnaby tremblait encore par intermittence, malgré la lumière, malgré ma présence. Et je compris alors que rester assise ne suffisait plus. Je pensais aux règles, aux formations obligatoires, aux caméras, à la certitude presque absolue que je serais sanctionné. Mais je pensais aussi à ce que je voyais devant moi, un être vivant incapable de se sentir en sécurité seul. Et je sus que si je partais, je ne me le pardonnerais jamais. À 2 heures du matin, je pris ma décision. Je retournai dans la salle de pause et sortis la couverture et l'oreiller de mon casier. Mes mains tremblaient si fort que je faillis tout laisser tomber. Chaque pas vers le chenil me semblait irréversible. Quand je posai la couverture au sol, juste à l'extérieur de la cage, Barnaby se raidit. Je lui parlais doucement, lui expliquant que je n'entrais pas, que je restais simplement là. Le sol était glacé. L'odeur du désinfectant me piquait les narines. Je m'allongeai sur le côté, tournant le dos à la cage pour ne pas l'observer directement. Je voulais qu'il choisisse. Les secondes passèrent. Puis les minutes. Mon cœur battait trop vite. Puis je sentis le mouvement. Barnaby se déplaça lentement. Il ne s'approcha pas de la sortie. Il se retourna simplement, s'adossa au barreau, exactement derrière moi. À travers le métal, je sentis la chaleur de son corps contre mon dos. Les tremblements cessèrent presque immédiatement. Sa respiration devint profonde, régulière. Je n'osais pas bouger. C'était un lien silencieux, fragile, presque irréel. Et pourtant, d'une puissance écrasante. Je restais ainsi pendant des heures. Les caméras enregistraient tout, je le savais. Mais cela n'avait plus d'importance. Je pleurais en silence, laissant s'effondrer les murs que j'avais construits depuis la mort de mon chien d'enfance. Barnaby ne me demandait pas de réparer son passé. Il me demandait seulement de rester. Et pour la première fois depuis longtemps, je choisis d'être là. Quand je murmurais « Tu es en sécurité », ce n'était pas une promesse vide. C'était une décision. Et cette nuit-là, Barnaby s'endormit vraiment. Je me réveillai avec l'odeur du café et la sensation étrange d'être observé. Pendant une fraction de seconde, je ne compris pas où j'étais. Puis la dureté du sol sous mon épaule,
La lumière crue au plafond et la chaleur pressée contre mon dos me revinrent d'un seul coup. Barnaby était toujours là, adossé au barreau, profondément endormi. Sa respiration était lente, régulière. Paisible. Je n'osais pas bouger. Ne bouge pas encore, dit une voix calme derrière moi. Tu vas le réveiller. Je tournai légèrement la tête. La docteure Monica se tenait là, 2 gobelets de café à la main. Son visage ne trahissait ni colère ni surprise. Seulement une concentration grave, presque respectueuse. Elle s'accroupit lentement et posa un des cafés près de moi. J'ai vu les images, dit-elle simplement. Mon estomac se noua. Tout ce que j'avais redouté pendant la nuit me frappa d'un seul coup. Les protocoles violés. Les limites franchise. Les conséquences. J'ouvris la bouche pour m'excuser, pour expliquer, mais elle leva la main. Jessica. Je ne vais pas te renvoyer. Je clignai des yeux, incapable de parler. J'ai vu ce qui s'est passé à 22 heures, poursuivit-elle. Je t'ai vu comprendre pour la lumière. Je t'ai vu rester là, seul, pendant des heures. Et puis, elle jeta un regard vers Barnaby. Je t'ai vu faire quelque chose que très peu de personnes sont capables de faire. Elle but une gorgée de café avant de continuer. Tu as compris ce dont il avait besoin. Pas ce qui était écrit dans les manuels. Ce qui était juste. Je sentis les larmes me monter aux yeux, mais je les retins. Derrière moi, Barnaby remua légèrement, sans se réveiller. Monica baissa instinctivement la voix. Mais il y a autre chose, ajouta-t-elle. Elle sortit son téléphone et me montra une photo agrandie des marques sur l'épaule de Barnaby. Une cicatrice nette, volontaire. 2 lettres entrelacées. Ce ne sont pas des blessures de hasard, dit-elle. Ce sont des marques. Des signatures. La Kensington Crew. Le nom me glaça le sang. J'ai travaillé sur une affaire les concernant il y a 4 ans, poursuivit Monica. 17 chiens saisis. 8 seulement ont survécu. Ces gens ne voient pas les animaux comme des êtres vivants. Ils les voient comme des investissements. Elle me montra d'autres photos. D'autres symboles. Des chiffres. Ces marques indiquent une lignée. Barnaby n'est pas n'importe quel chien. Il vient d'une lignée championne. Il aurait valu des dizaines de milliers de dollars. Avant. Avant quoi? Demandai-je, la gorge sèche. Avant qu'il refuse de se battre. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Monica hocha lentement la tête. Les chiens comme lui ne disparaissent pas sans que quelqu'un les cherche. Comme si l'univers voulait confirmer ses paroles, mon téléphone vibra quelques heures plus tard. Monica m'appela alors que j'étais encore assise dans ma voiture sur le parking, incapable de rentrer chez moi. Jessica, quelqu'un est venu ce matin. Il prétend être le propriétaire de Barnaby. Des papiers en règle. Trop en règle. Je sentis la peur me serrer la poitrine. Et il y a autre chose, ajouta-t-elle. J'ai revu les caméras. À 3h15, une voiture est passée 3 fois devant la clinique. Un SUV gris. Vitre teintée. Il s'est arrêté près des fenêtres du chenil. Ils avaient vu. Ils avaient regardé. Quand je revins à la clinique, Monica avait déjà appelé l'agent Parker. Il arriva avec une femme au trait fatigué mais au regard tranchant. Détective Lydia Grant se présenta-t-elle. Brigade des Crimes Animaliers. Elle examina Barnaby sans le tucha. Prenant des photos des marques. Son visage resta impassible, mais sa mâchoire se crispa. C'est suffisant pour relancer l'enquête, dit-elle. Mais pas encore pour agir. Il faut du temps. Et pendant ce temps, ils vont essayer de le récupérer. Et moi? Demandai-je. Lydia me regarda droit dans les yeux. Vous êtes déjà impliqué. Ils vous ont vu. La question, c'est si vous voulez continuer. Je regardai Barnaby. Il était éveillé maintenant, ses yeux fixés sur moi. Pas sur eux. Sur moi. Je ne le laisserai pas, dis-je simplement. Cette nuit-là, je revins travailler. Les boutons d'alarme avaient été installés. Les patrouilles renforcées. Mais quand je m'allongeai à nouveau sur le sol, Barnaby se pressa contre moi comme s'il savait que le danger n'était pas terminé. Et il avait raison. À 3h du matin, le bruit sec d'une porte qui s'ouvre me tira du sommeil. Un pas. Puis un autre. Lent. Calculé. Un homme apparut dans l'allée des chenils, tenant une perche de capture. Il sourit en me voyant. Le patron avait raison, dit-il. T'es sentimental. Je me levai et me plaçai devant la cage. Te une Lauras Paar, Dessier. Il s'avança. Je me jetai vers le bureau et frappai le bouton d'alarme. Les sirènes hurlèrent. Les lumières s'allumèrent. Et Barnaby sortit de sa cage. Il se plaça devant moi, tremblant mais droit.
Un grondement profond monta de sa poitrine. Pas de rage. De protection. La police arriva en quelques secondes. L'homme s'enfuit. Mais les caméras avaient tout enregistré. Et cette fois, c'était suffisant. Barnaby avait été brisé par des hommes violents. Mais cette nuit-là, c'est lui qui nous avait protégés. Après cette nuit-là, le temps sembla s'accélérer d'une manière irréelle, presque violente. Comme si l'univers, après nous avoir maintenus suspendus dans une attente interminable, avait soudain décidé que tout devait se résoudre en une seule vague. Les images des caméras furent extraites, copiées, envoyées aux autorités avant même que le soleil ne se lève complètement. Chaque seconde de cette intrusion avait été enregistrée. Le visage de l'homme. Sa voix. La perche de capture qu'il tenait à la main. Et surtout, ce logo discret mais parfaitement reconnaissable gravé sur le manche. Pour la détective Lydia Grant, ce n'était plus une coïncidence. C'était enfin la pièce manquante. 3 jours plus tard, un mandat officiel fut signé. Une semaine plus tard, la propriété fut perquisitionnée. Je n'étais pas présente lors de l'intervention, mais je savais exactement quand elle avait commencé. Lydia m'avait envoyé un message bref, presque clinique, « On entre ». Je passais les heures suivantes incapable de rester en place, tournant dans mon appartement comme une âme en peine. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque minute semblait durer une éternité. Lorsque mon téléphone sonna enfin, mes mains tremblaient tant que je faillis le faire tomber. La voix de Lydia était différente de tout ce que je lui avais entendu jusque-là. Fatiguée, chargée, mais traversée d'une émotion brute qu'elle ne cherchait même pas à masquer. Quarante Trost Jeans, Jessica. Quarante Trost. Elle marqua une pause, comme pour reprendre son souffle. Certains dans un état critique. Certains trop faibles pour tenir debout. D'autres. Sa voix se brisa légèrement. Mais on les a sortis. Tous ceux qui pouvaient encore respirer. Et Bishop aussi. Lui, et 7 autres membres du réseau. Cette fois, il n'y aura pas de sortie de secours. C'est terminé. Je m'assis lentement sur le sol, incapable de rester debout. 43 vies enfermées dans l'obscurité, la peur et la violence. 43 existences traitées comme de simples chiffres sur un registre clandestin. Et parmi les dossiers saisis, Lydia me l'expliqua plus tard, se trouvait l'histoire complète de Barnaby. Sa naissance, sa lignée, sa valeur estimée, notée avec une précision froide. Puis, à 8 mois, une simple mention, refus de combattre. À partir de là, les lignes devenaient mécaniques. Dépourvues de toute humanité. Punition répétée. Isolement prolongé. Enfermement nocturne dans le noir total. Utilisé comme exemple, comme avertissement pour les autres chiens. Chaque brûlure, chaque cicatrice, chaque dent brisée figurait dans ces registres comme une donnée banale. Je pleurais longtemps après avoir appris cela. Pas seulement pour l'adulte qu'il était devenu, mais pour le chiot qu'il avait été. Pour cette douceur qu'ils avaient tenté de détruire méthodiquement. Pour cette bonté qu'ils n'avaient jamais réussi à effacer complètement. Barnaby resta sous protection à la clinique pendant plusieurs semaines encore. Officiellement, le danger était écarté. Officieusement, nous savions tous que la peur ne disparaît pas du jour au lendemain. Les nuits restaient difficiles. Certaines fois, il se réveillait brusquement, le corps secoué de tremblements incontrôlables, le regard perdu dans un passé que personne ne pouvait voir à sa place. Et chaque fois, je m'allongeais près de lui. Non plus parce qu'il en avait absolument besoin, mais parce que je choisissais de rester. 3 semaines après la nuit de l'intrusion, quelque chose changea. Je me réveillai un matin et je ne sentis plus son dos contre le mien. Une vague de panique me traversa immédiatement. Je crus qu'il s'était replié dans son coin, que j'avais perdu cette proximité fragile qui nous liait. Puis je baissai les yeux. Barnaby était là. À côté de moi. Hors de sa cage. Sa tête reposait sur mon bras. Son souffle était lent, profond, paisible. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il dormait sans monter la garde. Sans surveiller. Sans anticiper la douleur. Je ne bougeais pas pendant de longues minutes. Les larmes coulèrent silencieusement sur mes joues. Ce simple déplacement, presque imperceptible, signifiait plus que tous les mots du monde. Il ne se protégeait plus seulement. Il me faisait confiance. 2 mois plus tard, je remplis les documents d'adoption. Monica tenta une dernière fois de s'assurer que je comprenais ce que cela impliquait. Il aura toujours des besoins particuliers. Il ne sera peut-être jamais un chien facile. Je lui répondis sans hésiter. Je ne cherche pas la facilité. Je veux juste lui. Je préparai la maison avec soin. Des veilleuses dans chaque pièce. Un panier posé au sol, près du mien. Un jardin ouvert, baigné de lumière. La première nuit, Barnaby erra longtemps, cherchant des coins, inspectant chaque ombre.
Alors je fis ce que j'avais toujours fait. Je m'allongeai près de lui, sur le sol, sans un mot. Il se pressa doucement contre mon dos. Et nous dormîmes. Cela fait maintenant 8 mois. Il y a encore des nuits difficiles. Des réveils en sursaut. Des silences lourds. Mais il y a aussi des matins lumineux, des jeux maladroits, des regards pleins de vie. Barnaby m'a appris que l'amour n'est pas une réparation. Ce n'est pas l'effacement du passé. C'est la présence. La constance. Le refus de laisser quelqu'un seul dans l'obscurité. Tout a commencé cette nuit-là, sur un sol de béton froid, quand j'ai choisi de rester. Et depuis, chaque jour, je fais le même choix.